Allez, un dernier exemple. Ce petit coquillage, il est venimeux, hein, il est très toxique. Et vous avez vu, il est flashy déjà, hein, il est kitsch, il est flashy. Et en général, dans la nature, ce qui est kitsch et flashy a tendance à être venimeux. Il y a plein de petites bébêtes qui vérifient ses propriétés. Les guêpes, les amanites tumouches, les frelons, les radars, Roselyne Bachelot, la reine d'Angleterre, Kim Kardashian. Et du coup, ce petit coquillage ne fait pas exception. Du coup, il est extraordinairement toxique. Et une toxine foudroyante, ça n'a pas de prix, parce qu'en biologie, une toxine foudroyante, ça signifie précise. Vous savez, une balance de précision, ça coûte très cher. Une balance au micron près vaut beaucoup plus cher qu'une balance au gramme près. C'est pareil pour les toxines. Plus une toxine est précise, plus elle vaut cher en biologie. Du coup, elle vaut une blinde. À votre avis, combien? Et on va partir très haut, on va partir de l'or. 37 000 € le kilo. Qui dit mieux? Allez-y, hein, c'est pas comme si c'était votre argent. 100 000. 100 000, c'est plus. 1 million. 1 million, c'est plus. 100 millions. 100 millions, c'est plus. 1 milliard. 1 milliard, vous avez atteint la limite. Je vous laisse faire le calcul. « 800 millions d'euros le kilo. » L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Non mais vous rigolez, mais en fait, c'est même pas une vanne. Si vous vous amusez à compter le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter chez Truffaut avec un lingot d'or, vous voyez, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Eh bien, vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec 1 kg de muconotoxine. Sachant que ce coquillage, il produit 3 toxines, et la moins chère coûte 300 $ le milligramme, donc 300 millions le kilo. L'anémone de mer produit des toxines qui valent 500 $ le milligramme. Et ce qui est énorme dans cette étude de cas, c'est que ce coquillage, il est vendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme souvenir 3 $. C'est-à-dire qu'ils le pêchent parce qu'il est beaucoup plus beau quand il vient d'être pêché. Ils le pêchent, ils le tuent, ils perdent la toxine et ils le vendent 3 $. J'ai un business model qui marche. La nature est un solilès géant. Je vous laisse visualiser. Le mot, le solilès, il est parfait pour la nature parce que ce qui a le plus de valeur, on le jette, à savoir la connaissance, et ce qui a le moins de valeur, la matière, on le garde. Si la nature était une huître, on jetterait la perle, on garderait la coquille. Imaginez, votre grand-père vous a cédé une collection de tableaux de Léonard. Une magnifique collection de Léonard, avec des cadres d'époque de toute beauté. Et vous vous dites, super, je vais devenir marchand de cadres. Ben, vous êtes con du coup. Et sur la nature, c'est précisément ce qu'on fait. Ce coquillage, il produit 1 mg par mois. Vous en avez 10 dans un aquarium, vous êtes riche. La demande mondiale est supérieure au kilo. Donc c'est un très bel exemple du fait qu'on pourrait utiliser la nature plus intelligemment, même en termes de points de PIB. C'est ça le sujet en fait. La nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. Là, je vous ai mis d'un côté un œuf de casoar et de l'autre du pétrole. Pourquoi? Parce que si vous trouvez du pétrole dans votre jardin, votre banquier, il est content. Si vous trouvez un œuf de casoar, votre banquier, il s'en fout. Eh bien, un jour, il s'en foutra plus. Un jour, les chefs d'État préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire, en termes de PIB. Pourquoi? Parce que le baril de connaissances vaut beaucoup plus cher que le baril de pétrole. Et le gisement de connaissances le plus abondant sur Terre, c'est la nature. Alors là, j'avais pris ça au hasard, parce que c'est beau, il y a du vert d'un côté et du noir de l'autre, donc on comprend. Mais même en le prenant au hasard, il y avait déjà 2 applications industrielles sur l'œuf de casoar. La première, c'est, vous voyez, il brille. Eh bien, ce brillant, ce gloss, c'est étudié par la NASA pour faire des surfaces de satellites. Parce qu'un gloss nano-fin, ça n'a pas de prix pour lancer des satellites. Et cet œuf, il respire, il a des pores. Eh bien, Air Liquide étudie les pores de cet œuf pour faire des membranes filtrantes. Air Liquide ou leur concurrent, je ne sais plus lequel des deux, étudie. Enfin, si un concurrent le fait, il y a quand même de fortes chances que l'autre le fasse aussi. Donc, ça, si vous voulez, ça s'appelle le radeau des cimes. C'était un projet français qui a vraiment été déployé, qui est passé par ridicule, dangereux, évident. Vous n'imaginez pas dans les labos combien de fois ces mecs-là ont été traités de timbrés ou d'imposteurs. N'empêche que leur projet était fantastique et qu'il a ramené des datas qui n'avaient jamais été ramenées avant sur la cime des arbres. Pourquoi? Parce que là, on campait à la cime des arbres. On y restait au lieu d'y monter tous les jours. Donc évidemment, si vous campez dans la bibliothèque, vous allez extraire plus d'informations et de connaissances. Et c'est comme ça qu'on protège une bibliothèque, en lui donnant des actes. La nature, c'est pareil. Plus vous lui donnez d'actes, plus vous la protégez. Mais le problème, c'est que la majorité de la population mondiale vit en ville, et que la ville, c'est l'endroit sur Terre où il y a le moins de nature.
Donc cette espèce de divorce entre l'humanité et la nature, eh bien, il se perpétue par un cercle vicieux, parce que nous vivons davantage dans des lieux qui ne nous prédisposent pas à donner des actes à la nature. Et pourtant, ce n'est pas notre argent dont la nature a besoin, ce sont de nos actes. Si vous reprenez tout ce qu'on a vu, la connaissance, ça vaut plus cher que le pétrole. La nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Et bien du coup, ça, c'est pas de la forêt amazonienne. Ça, c'est un gisement de pétrole. Et ça, c'est le nouveau Derrick. Et c'est pas d'Horstapper que je parle. Je pourrais plus la faire, ça. C'est fini, elle a vécu. Il y en a qui se sentent coupables de l'avoir comprise. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça, c'est là pour faire jaillir non pas la matière de la nature, mais la connaissance de la nature. Et comme quand on partage un bien matériel, on le divise, et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie, si vous faites jaillir la connaissance de la nature plutôt que sa matière, vous la préservez. Alors la conclusion de tout ça, bien sûr, c'est notre rapport aux déchets. Elle a l'air longue, mais je vous garantis, c'est la partie la plus courte en fait, parce qu'elle nous ouvre un monde nouveau qui est imaginer que les déchets appartiennent au musée. Imaginez que la prochaine fois que vous voudrez voir des déchets, il faudra emmener vos gamins au musée. Oh regarde papa, une canette de crocs. On est d'accord que ce monde, il n'existe pas pour l'instant. Il n'existe pas, et pourtant si, il existe. Dans quel monde il n'y a pas de déchets? La nature. Dans la nature, quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas de système de ramassage et on ne subventionne pas les vers de terre. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet d'un point de vue économique? C'est quelque chose dont personne ne veut. La définition économique d'un déchet, c'est quelque chose dont la demande est négative. C'est-à-dire il faut vous payer pour le prendre. Demande négative. Et la nature ne produit pas ça. La nature, pour toute offre, il y a une demande. C'est complètement dingue. La nature est la seule structure économique qui garantit que pour toute offre, il y a une demande. Ça vaudrait le prix Nobel d'économie. On n'arrive pas à faire ça. Pourtant, la nature, elle a produit des déchets. Et c'est ça qui est intéressant. Elle a eu 4 milliards d'années pour arriver à ce niveau-là. Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi, ça? C'est un arbre. Et c'est un arbre qui est beau. Si je me pointe en loose day dans votre jardin à la nuit tombée, parce que je suis un vicieux, et que je plante ça dans votre jardin sans vous le demander, alors vous êtes plutôt content, je veux dire, sauf si c'était un terrain de golf, mais c'est pas une insulte, quoi. Un arbre, le cadeau d'un arbre, c'est positif. Ce n'est pas un déchet. Et pourtant, là, la nature, avec ses yeux à elle, ce qu'elle voyait au tout début, c'était une centrale cancérigène perchée sur un poteau de la matière la moins biodégradable connue de l'histoire naturelle. Et là, je vois vos sourcils qui font de l'origami japonaise parce que c'est pas logique ce que je vous raconte. Un arbre, c'est beau, c'est sain, c'est le contraire d'une centrale cancérigène perchée sur un truc pas biodégradable. Et le bois, bien sûr, il est biodégradable aujourd'hui. N'empêche que le bois, quand il est apparu sur Terre, il a fallu plus de 3 millions d'années, 3 millions d'années, avant que les champignons lignivores apparaissent et le biodégradent. Ça a donné la période du Carbonifère, avec des océans qui étaient noirs de bois. Il fallait attendre que les troncs d'arbres charriés par les rivières se minéralisent suffisamment pour couler, pour qu'ils se retrouvent dans les fonds des océans et qu'ils forment les gisements de charbon que l'on a exploités à l'ère industrielle. 3 millions d'années. Et le cancérigène, c'est l'oxygène. L'oxygène est le pire polluant jamais apparu sur Terre à son apparition. Quand l'oxygène est apparu sur Terre, ça faisait 600 millions d'années que la vie existait. Et il y avait des organismes qui produisaient de l'énergie autrement que par respiration. Et quand l'oxygène est apparu sur Terre, par les cyanobactéries, qui étaient des monstres à l'époque, c'était le pire antibiotique, ça a tout détruit. Parce que l'oxygène, ça oxyde. L'oxygène, ça détruit l'ADN. L'ADN, chez les eucaryotes comme nous, il est protégé par un noyau, pour le protéger notamment du stress oxydatif. Et donc le stress oxydatif sur l'ADN, ça signifie cancérigène concrètement, ça signifie mutation, cancer. Eh bien, ces cyanobactéries, on les appelle aujourd'hui la spiruline, et elles sont très bonnes pour la santé. N'empêche que quand elles sont apparues sur Terre, elles ont tout détruit. Et ce sont les ancêtres de toutes les plantes vertes. Les plantes vertes ont évolué par la suite, parce que la spiruline avait une durée de vie très faible, donc le cancer, elle s'en foutait, en plus elle était unicellulaire. Mais un arbre, ça peut vivre jusqu'à 1000 ans, et beaucoup plus pour certains, donc il fallait qu'il se protège de ce stress oxydatif. Du coup, les plantes ont inventé les vitamines, les flavonoïdes, les antioxydants, qui sont bons pour nous. La nature fait toujours un judo avec ses déchets. Comme disait Churchill, le pessimiste, c'est celui qui voit un problème dans chaque opportunité. L'optimiste, c'est celui qui voit une opportunité dans chaque problème.
Je vous laisse placer la France sur ce spectre. Et du coup, cette centrale cancérigène percée sur le poteau, un poteau de la matière la moins biodégradable de l'histoire, qui avait fait vraiment, j'insiste, on a un continent de plastique aujourd'hui, c'est immonde. Nous, on ne peut pas marcher dessus. Là, vous auriez pu marcher dessus sur certains océans, tellement il y avait des rondins partout. Imaginez donc que les déchets appartiennent au musée. C'est ce qu'a dit Gunther Pauli. Gunther Pauli, il fait partie d'une grande tradition avec l'économie circulaire, le cradle to cradle. Et il a inventé un paradigme économique qui s'appelle l'économie bleue. Et il l'appelle bleue parce que le but, c'est pas qu'elle soit verte. Le vert, Mesdames, Messieurs, Pardon. le musée d'art ferme ses portes dans 15 minutes. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite. Merci de vous diriger vers la sortie et à très bientôt. L'économie verte, telle qu'on pouvait la définir avant, et c'est tragique, c'est tout ce qui est bon pour moi et bon pour la planète coûte cher. Et tout ce qui est mauvais pour moi et mauvais pour la planète ne coûte pas cher. On voit bien que c'est un problème. Les pays émergents, on ne peut pas leur dire « payez plus cher pour protéger votre forêt ». Ils vont vous dire non. Si vous voulez qu'ils arrêtent de polluer, il faut leur dire « ça coûte moins cher ». Sans subvention, sans écotaxe. Et vous allez faire encore plus de croissance. Et ça, c'est un phénomène intellectuel qui n'est pas nouveau dans l'histoire humaine. Pensez que l'abolition du déchet va nous rendre encore plus riches. Aujourd'hui, on trouve ça bizarre. Parce qu'on pense que le déchet, c'est une corvée. On pense que le déchet, c'est forcément quelque chose qui va être ennuyeux à traiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à lui donner des actes. Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais il y a eu une autre abolition qui a été rentable. C'était l'abolition de l'esclavage. L'esclavage, son abolition a été très rentable pour le Nord. Et oui, Chevrolet, Cadillac, Pontiac, ils ne se sont pas installés à Détroit pour le climat. Ils s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur. Et s'il y avait des machines à vapeur, c'est parce que ces États-là avaient aboli l'esclavage et qu'ils ne pouvaient plus se baser uniquement sur le travail manuel gratuit. Pas gratuit d'ailleurs, un esclave ça coûte très cher. Beaucoup plus cher qu'une machine à l'achat. Si vous avez une machine de 300 chevaux, eh bien en face, il lui faut 1500 esclaves pour s'aligner à votre concurrent. 1500 esclaves, ça coûte beaucoup plus cher qu'une machine de 300 chevaux. Aussi bien à l'achat qu'à l'entretien. Quand le Nord a aboli l'esclavage, il est devenu beaucoup plus riche. Eh bien, ce que dit Gunther Pauli, c'est que l'abolition du déchet va nous amener dans un autre monde industriel, une nouvelle industrialisation beaucoup plus performante, qui se résume en une phrase. Ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature fait du speed dating avec ses déchets. Quand elle produit un déchet, elle le vend à la criée. Elle le met dans l'écosystème au plus offrant. Et c'est comme ça qu'elle le résout. Alors que nous, on travaille en silo. Chaque industrie regarde son monde, et quand elle produit un déchet, c'est la dernière à savoir quoi en faire. L'équation de base de la bioéconomie, c'est déchets plus connaissance égale emploi ou richesse. Et ça, c'est vieux comme le monde, en fait. Vous savez d'où vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? D'où ça vient, cette expression ? C'est Vespasien, l'empereur de Rome, qui vient après Néron. Il a un problème, c'est qu'il faut assainir Rome. Rome sort de l'incendie, il y a la malaria. Les Romains pensaient que ça venait de l'air, mal-aria, et donc ils se disent qu'il faut assainir l'air. Mais Rome n'a plus d'argent. Donc pour faire des toilettes publiques, il faut que ça rapporte. Non pas que ça coûte, mais que ça rapporte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des toilettes publiques, mais il va vendre l'urine aux tanneurs. Et il va faire beaucoup d'argent là-dessus. Parce que pour tanner le cuir, l'urine, c'est très utile. Surtout les grosses cuirasses, on utilise de l'urine humaine. Au Maroc, maintenant, pour la poterie un peu fine, on utilise de la fiente de pigeon. C'est pour ça qu'on dit maroquinerie, d'ailleurs. Il vend l'urine au tanneur, et il fait de l'argent avec, mais son fils, il dit « Attends, papa, c'est pas classe, t'es empereur, t'es de sang divin à Augustus, et tu deals de la pisse au départ, c'est pas super. » Donc, il en avait marre d'être pris tout le temps, alors il amène un jour une énorme caisse d'argent à son fils. Il dit « Regarde la caisse là, fiston, vous voyez, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est de l'argent. » Il dit « Mais va le sentir. » Va le sentir, fais-moi plaisir. Ça sent rien. Oui, ça sent rien, mais ça, c'est les recettes hebdomadaires de la vente de pisse à Rome. L'argent n'a pas d'odeur. Donc l'idée que déchets plus connaissance égale richesse, c'est connu depuis l'Antiquité. Et il y a plein d'applications qui en témoignent. Mais remplacer connaissance par hâte. Si vous voulez résoudre un déchet, il faut lui donner des hâtes. Problème, le déchet, c'est pas sexy. On n'a pas envie de regarder nos poubelles le samedi soir. Nos déchets, on les met dans un sac, on les regarde pas. Et ensuite, on les jette. Et même les déchets à l'échelle industrielle, on les balance dans les océans. Donc le problème du déchet, c'est que c'est une corvée. Sortir les poubelles, c'est une corvée. Traiter les déchets, c'est une corvée aussi. Pourtant, je vous ai dit que la passion mobilisait beaucoup plus d'actes. Si vous voulez résoudre vos déchets, c'est à coup de passion que vous allez y arriver. Et c'est pour ça que c'est des gens comme Hélène MacArthur et Gunther Pauli qui y arrivent mieux que ceux qui le font par pure corvée.
Avant, on enterrait nos déchets dans la terre ou dans la mer, parce que c'était infini pour nous. Les océans ou la terre, c'était infini. Donc on jetait ça là-dedans. Mais maintenant, ils ne sont plus infinis parce qu'il y a la mondialisation. Ce qui est tant mieux d'ailleurs que les océans et la terre ne soient plus infinis pour nous. Et du coup, si on veut dissoudre nos déchets, il faut les jeter dans le seul océan qui est infini. Lequel ? La connaissance. La connaissance. La connaissance, elle est intrinsèquement infinie. Si on veut jeter nos déchets quelque part, c'est dans elle. Simplement, ça demande un effort intellectuel. Alors, c'est tellement vrai, cette équation déchets plus connaissance égale richesse, que les Coréens, encore eux, font des batteries à partir de mégots de cigarettes. Et ces batteries valent plus cher que l'or au kilo. Et ils les font à partir de mégots de cigarettes. Ils disent, nous allons devenir importateurs nets de mégots de cigarettes. Et puis, mettons les pieds dans le plat. Partons direct sur les pires déchets de l'histoire humaine, le déchet nucléaire. Eh bien, figurez-vous, alors vous voyez, c'est pareil, ça respecte la règle de la guêpe, c'est flashy. Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert, il y a 2 ans, qu'on pouvait transformer les barres de graphite irradiées en batteries de diamants. Il y a des diamants qui produisent un ampérage, un courant électrique, quand ils sont soumis à une radiation. Et on sait faire des diamants synthétiques à partir du carbone depuis des années. Eh bien, des chercheurs à l'université de Bristol ont mis au point une batterie en diamant synthétique qui va émettre un ampérage et elle est fabriquée à partir des barres de graphite irradiées des centrales. Elle n'émet pas de rayons gamma puisque le diamant va l'arrêter pour en faire son courant électrique justement. Donc vous pouvez la porter à fleur de peau, cette batterie n'est pas radioactive à l'extérieur. Mais elle émet un courant électrique pendant 5500 ans. Et ça pour la NASA, ça n'a pas de prix non plus. Parce que quand vous voulez lancer un robot explorateur pour explorer les océans des exoplanètes, donc pas de panneaux solaires, vous êtes dans les océans, eh bien vous avez besoin d'une batterie qui va durer très longtemps et qui ne pèse rien. Ça coûte des millions de dollars. Aujourd'hui, il y a même des livres blancs qui ont été convoqués par la NASA pour explorer la façon dont on pourrait aller récupérer les déchets nucléaires qu'on a engloutis comme des cons dans la fosse des Mariannes. Mais prenons aussi un exemple beaucoup plus sympa, et pourtant tout aussi préoccupant, figurez-vous. Le marc de café, je vous l'accorde, c'est pas un déchet nucléaire, mais on en produit beaucoup plus. Et là, c'est débile parce que c'est un déchet, ça ne devrait pas. Comme on dit, le savant sait résoudre un problème que le sage n'aurait jamais eu. Mais aujourd'hui, c'est un déchet parce qu'on le laisse à pourrir. Quand on boit une tasse d'expresso, on consomme 0,2% de la biomasse. 99,8% c'est là-dedans. Et on le jette. Ça devient du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre. Mais c'est débile, le méthane, c'est pas un déchet. Le méthane, on paye au compteur pour l'avoir. Mais comme Engie et Maison du Café communiquent pas tellement ensemble, eh bien, on se retrouve avec un déchet qui produit des gaz à effet de serre. Le musée d'art ferme ses portes dans 5 minutes. Nous espérons que vous aurez apprécié votre visite. Merci de vous diriger vers la sortie. À très bientôt. Alors, on cherchait des applications au marc de café qui puissent consommer la production mondiale. On s'était dit, tenez, on va peut-être nourrir du bétail avec, c'est pas idiot parce que c'est de la cellulose au départ. Et donc, les vaches mangent de la cellulose. On s'était dit, peut-être qu'on pourra nourrir des vaches avec, ce qui est encore une fois pas bête, parce qu'après tout, dans une interprétation simpliste, si on nourrit une vache avec du marc de café, peut-être qu'on aura du café au lait direct au pied de la vache. Mais ça marche pas comme ça. Alors. On cherchait, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'est le meilleur champi compost connu sur Terre. Si vous voulez faire pousser shiitake, maïtake, ganoderma, pleurote, champignons de Paris ou portobello, c'est le meilleur. C'est pas du bon compost, c'est le meilleur. Les champignons qui ont poussé dessus ont meilleur goût. C'est-à-dire que vous aurez bientôt, comme la mozzarella di bufala, vous aurez bientôt la version sur marc de café et la version sans. Vous aurez bientôt la pata negra du champignon, si vous voulez. Alors que c'est un déchet. Et ce qui détermine le prix d'un champignon de culture, c'est uniquement le compost. Un champignon de culture, il n'y a pas de manutention. Vous le laissez dans les bonnes conditions de température et d'humidité et d'obscurité et il pousse. Mais il faut 10 fois, ou 15 fois, ou 20 fois le compost en termes de masse pour faire 1 kilo de champignons. C'est pour ça que les champignons de culture peuvent valoir cher. Et bien là, c'est gratuit. Et une fois que les champignons l'ont digéré, vous pouvez nourrir du bétail. Bien à côté, vous voyez Chido Govero. C'est une entrepreneuse zimbabwéenne qui a créé la première marque de café consigné. C'est-à-dire que c'est à Rotterdam. Les cafetiers utilisent ce marc. Et ensuite, le marc est payé. On leur rachète ce marc qui est fléché vers une ancienne piscine à Rotterdam, réaménagée en champignonnière, où on fabrique champignons de Paris, shiitake, maïtake, portobello. Et on est à Rotterdam, champignons magiques aussi. La passion rend plus productif. Le marc de café tue les odeurs. Du coup, ce monsieur a créé une marque de vêtements à base de marc de café. C'est un textile. Là, il est en train de sentir une rame qui sent le café, mais on peut le faire sans l'odeur de café. Et c'est hypoallergénique, antitranspirant. Et son t-shirt est en Nescafé.
C'est plus agréable à porter que du coton d'Égypte. Ça tombe bien, le coton, c'est l'agriculture qui consomme le plus d'eau au monde. La mer d'Aral, en Asie centrale, a été épuisée à cause de la culture du coton en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Et bien là, l'eau résiduelle du marc, du percolateur, suffit à faire le filage des microfibres de ce marc. Et donc il a un contrat avec Haider pour faire des vêtements de sport, également avec Timberland pour faire des semelles antitranspirantes. Et évidemment, la meilleure marge par mètre de tissu, ça reste la lingerie féminine. Je vous présente Sorella, une marque à Singapour qui fait des sous-vêtements en marque de café. Et alors c'est le haut de gamme du sous-vêtement casual, c'est pas encore dans la lingerie fine, mais dans le sous-vêtement de bureau, c'est vraiment du très haut de gamme, c'est des trucs qui se négocient à 100-150 euros. Et ça sèche vite, c'est antitranspirant et ça protège des UV parce que à Singapour, il ne faut surtout pas bronzer, vous savez en Asie, il faut rester très très blanc. D'où leur slogan délicieux. Hey, t'as pris ton café aujourd'hui? Avec le marc de café, enfin, on peut faire ce biomatériau biodégradable, c'est du biopolystyrène à base de marc de café. Ces deux jeunes gens ont fait la couverture de Wired Magazine parce que la couverture dit on a fait pousser ce gros titre. On a fait pousser cette couverture parce que ça, ils l'ont fait pousser. En fait, ils prennent du marc de café dans les moules que vous voyez derrière eux et ils mettent un champignon et le mycélium du champignon, les racines du champignon, vont envahir le moule et former un bloc compact qui va produire ce biopolystyrène biodégradable. Vous le jetez dans votre jardin, il se biodégrade et il enrichit les sols. Ça résiste à la flamme bleue du chalumeau 1 minute au centimètre, donc c'est un très bon isolant. Et c'est un isolant acoustique aussi, 5 décibels au centimètre. Imaginez la valeur du truc, sur un déchet. Donc ils le mettent dans les moules, ils versent le champignon, le café, mais qu'est-ce qu'ils versent d'autre? On va voir si vous avez suivi. De la connaissance. Il ne faut pas l'oublier celle-là. Parce qu'elle est immatérielle, on l'oublie. Mais ce qu'ils ont vraiment versé dans le moule, là, qui crée cette valeur, c'est de la connaissance. Les bonnes conditions de culture, le bon champignon, le bon marché, tout ça, c'est de la connaissance. Et c'est ça qui fait qu'on passe d'un déchet à quelque chose dont leur entreprise aujourd'hui, en valorisation pré-monnaie, elle est autour de 90 millions. 90 millions leur start-up. Déchet plus connaissance égale richesse. En conclusion, ça c'est la nature. Ça c'est la nature par Musha. On m'a dit qu'il fallait dire Mouha, mais quand je dis Mouha, personne ne comprend. Quand je dis Musha non plus. En fait, vous le connaissez, c'est celui qui faisait ces belles publicités florales de la fin du 19e, début 20e, ces publicités. Il y a des gens qui mettent des posters des publicités de l'époque dans leur appartement. Et c'était ça, Mouha. Et lui, il faisait aussi de la sculpture. Et ça, c'est la nature par Mouha. Question, que peut-on dire de la nature d'après cette sculpture? Elle est fragile, sagesse. Cherchez pas trop loin. Là. Elle est généreuse. Elle est bien gaulée, quoi, concrètement. La nature est belle. La nature est belle, et la valeur économique de la beauté de la nature, c'est pas ridicule, c'est pas dangereux, c'est évident. Un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Et à New York, ils ont Central Park. Pourtant, New York, c'est du foncier très cher, mais ils ont quand même immobilisé une masse foncière supérieure à Monaco. Central Park, c'est plus grand que Monaco en termes de mètres carrés, pour faire un parc. Et si aujourd'hui vous leur disiez non, on rase tout, on fait des tours, j'ai un business plan, regardez, on va vendre tant en mètres carrés, ils vous diraient non. Vous direz je garde Central Park. Donc la beauté de la nature, c'est pas ridicule, c'est pas dangereux, c'est évident. Ok. Mais toute la nana, elle est en or là. La nature est une golden girl. Si vous travaillez avec elle, vous êtes riche. Il faut s'associer, c'est le meilleur associé industriel, la nature. Parce qu'en industrie, elle s'y connaît beaucoup mieux que nous. Elle est riche, c'est le premier créateur de prospérité sur Terre, la nature. Elle part d'une île volcanique où il n'y a rien, et elle en fait une sorte de New York avec des gratte-ciel qu'on appelle les arbres, des services, avec aussi bien des micro-organismes que des macro-organismes. La nature, elle fait de la micro et de la macroéconomie. La nature, de toute façon, il faut bien comprendre que si l'humanité divorce de la nature, elle ne pourra pas retourner habiter chez ses parents. C'est elle qui tient les clés de l'appart. Donc on a intérêt à soigner notre mariage avec elle. Aujourd'hui, la nature, elle est victime de violences domestiques. Et c'est idiot. Parce que non seulement elle est belle, mais en plus elle est riche. Il faut qu'on soigne notre relation avec elle. Il y a une blague au GIEC, c'est les deux planètes qui se rencontrent, le GIEC, le groupe d'études climatiques, qui a eu le prix Nobel de la paix. Et deux planètes se rencontrent, alors comment ça va? Pas tellement, parce que j'ai chopé des humains. Alors j'ai de la température, c'est logique. Et l'autre planète lui dit, ah, t'as chopé des humains? T'inquiète, ça dure pas longtemps.
si on veut éviter que ça nous arrive, on a vraiment intérêt à soigner notre mariage avec la nature. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est un mariage de raison, mais c'est un mariage d'amour. La nature, elle est sexy, elle est intéressante, on a envie de lui donner des hâtes à la nature. C'est agréable de donner des hâtes à la nature. Donc oui, c'est un mariage de raison, mais c'est un mariage d'amour aussi. L'être humain n'a pas de mal à donner des hâtes à la nature. Alors tout ce qu'on a vu là, dites-vous bien déjà que la nature, elle est belle et intelligente, et elle a un MBA, un Master of Brilliant Adaptation, et tout ce qu'on a vu, les 3 histoires, imaginez un monde sans déchets, imaginez d'abord une économie dont la ressource est infinie, imaginez que la nature soit le plus gros gisement de cette ressource, et imaginez enfin un monde sans déchets, mais rentable, de même que l'abolition de l'esclavage a été rentable, de même que l'abolition de l'apartheid a été rentable. L'abolition du déchet aussi sera rentable au XXIe siècle. Mais on ne fera jamais l'économie de ridicule, dangereux, évident. Espérons juste qu'il n'y aura pas une guerre pour cette abolition-là. Eh bien, tout ce qu'on a vu là, ça se résume à une seule question. Quel est notre nom à nous, les humains, en tant qu'espèce? C'est quoi notre nom d'espèce? Homo sapiens, sapiens. Il n'y a plus d'excuses. Hein. On s'est auto-baptisé l'homme sage, sage. Il faut assumer derrière. Il y a eu Sapiens Neanderthalensis, qui enterrait ses morts, qui savait faire du feu, qui avait une boîte crânienne supérieure à la nôtre, 1,8 litres pour Homo sapiens Neanderthalensis, 1,3 pour nous. Notre cerveau est plus chiffonné de ce qu'on pense, donc quand même plus de neurones. Mais nous, on s'est auto-baptisé, calmement, Homo sapiens, sapiens. Il faut assumer derrière. Quel Homo sapiens sommes-nous? C'est ça la question que ça pose. Sommes-nous Homo sapiens materialensis? Non, ça fait 250 ans qu'on a décidé de ne pas s'appeler comme ça. Ou sommes-nous Homo sapiens sapiens, pour de vrai? Et allez, en conclusion, j'aimerais me livrer une petite expérience avec vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, ça va vous dégourdir les jambes. J'ai dépassé un peu, je m'en veux. Vous êtes laissés assis comme ça. Ça fait du bien. Je m'occupe un peu de vous, les étirements, tout ça. Eh bien, vous, là, comme ça. Vous tous, là, comme ça. Tous levés. Bien en rang. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci. Et vous pouvez vous rasseoir. Merci de vos actes.